Any person that knows me knows better than that. I don't dislike any person. I like me. Difficile de décrocher son regard de Charles Manson, le criminel gourou. Condamné à perpétuité pour avoir ordonné à ses adeptes les meurtres sordides de 7 personnes, dont l'actrice Sharon Tate, Manson fait désormais l'objet d'un culte malsain. Musicien admiratif, t-shirt à son effigie et fans transis qui se pressent pour le voir au parloir, Charles Manson est presque devenu une sorte de rockstar du crime. Un symbole qui appartient tellement à la culture populaire que la série télévisée Aquarius en a fait son grand méchant. You love me. They love you. I love you, sweet baby girl. It's all love. Voici l'histoire méconnue de celui qui a perverti l'esprit des 60s, années sexe, drogue et rock trippé. L'histoire de Charles Manson, le hippie diabolique, devenu une véritable icône du crime. Le 16 juin 1970, au palais de justice de Los Angeles, en Californie, le public découvre, médusé, les ingrédients d'une histoire sordide et captivante. Une histoire incroyable, digne d'un mauvais film d'angoisse. Ce jour-là, s'ouvre le procès de Charles Manson. Petit, les cheveux longs et l'air serein, malgré les 2 séries de meurtres dont il est accusé. Il n'y a pas de mobile apparent et ses complices ont un profil invraisemblable. 3 jeunes filles, tout juste majeures. Encore plus incroyable, une des victimes est une célébrité. L'actrice Sharon Tate, épouse de Roman Polanski, poignardée 16 fois alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Cet instant, ce procès signe la naissance médiatique de celui qui est encore considéré aujourd'hui comme une icône du mal, un criminel qui ne ressemble à aucun autre. Charles Manson est unique, pour différentes raisons. Déjà, il est considéré comme le serial killer le plus populaire. En plus, ce n'est pas un serial killer. En réalité, il n'a pas tué ces gens. Charles Manson n'a tué personne de ses propres mains. C'est un gourou mystique qui a fait de ses adeptes son bras armé, prêt à tuer à sa demande. Son visage quasi christique est rapidement devenu un symbole repris par tous les magazines. C'est le procès le plus étrange que j'ai jamais couvert. C'était bizarre. Il était le symbole de tout ce qui a mal tourné dans les années 60, de toutes les dérives de ces années-là. Charles Manson est au croisement de plusieurs événements historiques qui n'auraient pas pu se dérouler à un autre moment. À cette époque, aux États-Unis et dans d'autres pays, une énorme révolution sociale avait lieu. Manson fascine encore aujourd'hui, car il est systématiquement lié à son temps. Les 60s. Une période complètement allumée qui affole les fantasmes. Guerre du Vietnam, manifestations, émeutes raciales, assassinats d'hommes politiques. Aux États-Unis, le pouvoir établi voit alors sa jeunesse lui échapper. L'American Way of Life ne fait plus rêver. C'est dans la rue qu'on veut vivre, ensemble, loin du carcan rigide imposé par les anciens. La lutte pour les droits civiques, les droits des femmes, les droits homosexuels, le conflit de génération, il se passait tellement de choses à ce moment-là, et Manson est en quelque sorte devenu le mec le plus méchant du monde. C'est la fin de l'innocence de l'Amérique. Manson a détruit, en quelque sorte, cette mythologie hippie par ses 2 nuits de massacre. Entre drogue
sexe, rock et secte. Plongé dans l'histoire d'une figure du crime, dont l'image de rebelle contestataire a parfois fait oublier ces meurtres épouvantables. You have your cross on your forehead. Can I see it? Can you remind me what it means? Nazis. The Nazis died, but a lot of other people died too. But because you have that cross on your forehead, maybe you don't like Jewish people? No. Any person that knows me knows better than that. I don't dislike any person. I like me, and I am. Pour le grand public, Charles Manson, c'est avant tout une image. Celle d'un homme aux yeux sombres, fixe et hypnotisant. Une croix gammée tatouée sur le front. Une variation de la croix qu'il arborait avec provocation il y a bientôt 50 ans, au moment de son procès. Une croix vaguement mystique, le symbole de Charles Manson. Il représente le mec par excellence qui a rejeté la société en bloc, quoi. Il disait d'ailleurs, pour expliquer le X qui s'était fait sur le front, qu'il s'était rayé lui-même de la société. Ce X fait toute la singularité de Manson. Un criminel plus ou moins sorcier qui ne ressemble à aucun autre. Encore aujourd'hui, il est expert en manipulation mentale. Un talent qu'il a appris à exercer très tôt, dès son adolescence. Charles Manson a grandi dans la marginalité. Né dans l'Ohio, à Cincinnati, il grandit sans son père. Livré à lui-même, et commet son premier cambriolage, encore gamin, à l'âge de 13 ans. C'est le début d'une longue série. Il y a un terme américain, anglo-saxon, qui dit « street smart, streetwise », cette intelligence des rues qui est vouée au mal. Après un passage en prison de 3 ans, sa mère refuse de le reprendre avec elle. L'adolescence du jeune Charles défile entre centres de redressement et établissements pénitentiaires. C'est derrière les barreaux qu'il doit apprendre à s'affirmer. C'était un homme très petit. Tout le monde parle de sa petite taille. Il ne mesure qu'1,57 m. Comme il était petit, il devait se protéger en prison. Il a trouvé comment, grâce à son don pour la rhétorique. Il disait qu'il apprenait à dire aux gens ce qu'ils voulaient savoir sur eux-mêmes. Les forces de Charles Manson, ce sont son charisme, son charme, son côté manipulateur, son habileté à influencer les pensées des gens. Il a appris à faire ça toute sa vie. Il est devenu très bon. C'était comme un mécanisme de survie. En 1960, il a 26 ans quand il est condamné à 7 ans de prison pour proxénétisme. C'est là que Charles Manson va s'initier encore davantage au contrôle des esprits. Il découvre, grâce à un voisin de cellule, une religion récente et déjà controversée, la scientologie. Il n'a pas forcément adhéré à cette religion, mais il a certainement appris comment la religion peut être utilisée pour attirer les gens. Des personnes qui sont perdues, des âmes errantes, des gens nécessiteux. C'est une faculté très forte dont il a eu besoin plus tard quand il a formé sa propre secte. Enfermé dans sa cellule, Manson se passionne également pour une autre religion très différente, la pop music. Au début des années 60, la Beatlesmania emporte tout. Pendu à sa radio, Manson écoute en boucle les tubes des 4 garçons dans le vent. Et surtout, il entend les cris des femmes transies à chacune de leurs apparitions. Les Beatles étaient énormes à ce moment-là. C'étaient les plus connus du monde. Les Beatles étaient une religion. C'est les premiers des Beatles qui sont capables de réunir une foule des concerts sur à peu près tous les endroits de la planète. Et là, il y a l'idée quand même que
ça dépasse un petit peu les clivages, les nationalités. On a là un médium qui peut toucher tout le monde. Et sur une personnalité qui a une personnalité comme Charles Manson, qui une personnalité d'emprise, qui manipule, etc. Et effectivement, il y a quelque chose qui va le fasciner tout de suite. C'est ce succès invraisemblable. En mars 1967, Charles Manson sort de prison. Il a 33 ans et l'Amérique a bien changé depuis son incarcération. Il part vers San Francisco. À la découverte des hippies, jeunes cool aux cheveux longs, qui semblent vivre d'amour et d'eau fraîche. C'était beau, c'était cool. Le journaliste musical Sacha Reims a côtoyé les plus grands rockers du moment, comme Keith Richards, baignant dans les rassemblements hippies de l'époque. Il y a du soleil et la vie y était extrêmement facile. Il y avait vraiment un côté paradis terrestre. J'étais tous hippies à l'époque, j'avais les cheveux jusque-là, et voilà, et j'avais des choses fleuries sur moi. Donc on avait tous cette espèce d'uniforme, donc on se reconnaissait dans la rue. Charles Manson, le marginal, s'intègre parfaitement à cette jeunesse rebelle. Personne ne lui demande ce qu'il fait, ni d'où il vient. Aidé de ses connaissances en scientologie, il convainc quelques jeunes un peu paumés de le suivre. L'une d'entre elles s'appelait Lynette Squeaky Fromm. Son père l'avait mise à la porte. Elle était très en colère. Et cet homme est apparu, il est sorti de son bus, il s'est assis et lui a dit « Ton père t'a foutu dehors, hein ?» Et elle s'est dit « Oh, il est brillant, il est médium, il a deviné. » Et elle a répondu « Oui. » Et il a dit « Eh bien, je peux te faire découvrir une autre vie. On va vers San Francisco, viens avec nous. » Elle est montée dans le bus et n'a jamais fait demi-tour. Elle disait qu'il vivait au gré du vent. En seulement quelques semaines, Charles Manson réunit autour de lui une vingtaine de personnes. Un petit groupe surnommé la Family. Tous circulent dans un vieux bus scolaire aménagé, squattant parfois les ranchs des alentours. Ils cherchaient à quoi se rattacher. La politique ne leur offrait aucune solution. Il y avait une recherche de sagesse, de spiritualité, de savoir mieux vivre, savoir mieux aimer, vivre en harmonie. Oui, ça c'était le mot maître de l'époque, harmonie. Donc c'était une recherche, et c'était une recherche qui était assez belle. Mais avec Charles Manson, cette utopie prend peu à peu des allures de secte. La troupe commence à lui obéir au doigt et à l'œil.